Ne laissez pas la guerre en Ukraine s'envenimer davantage. Tel était l'avertissement direct du président élu Donald Trump au président russe Vladimir Poutine le 7 novembre, un jour seulement après sa victoire aux élections présidentielles américaines. Elle signale à tous en Ukraine que Trump se prépare à demander des comptes à Poutine pour son opération militaire spéciale. En outre, Trump a rappelé à Poutine que les États-Unis maintenaient une forte présence militaire en Europe et a laissé entendre qu'il serait prêt à utiliser cette présence en cas de besoin. Cela ne signifie toutefois pas que Trump enverra plus d'armes ou même de soldats en Ukraine. Au lieu de cela, le président élu a un plan directeur. Il a tracé un chemin vers la paix qui ne conduira pas seulement à la fin de la guerre en Ukraine, mais qui touchera Poutine là où ça fait mal à plusieurs égards. Si le plan de Trump fonctionne, il pourrait décimer l'économie russe pendant des années et faire en sorte que le pays ne soit plus que l'ombre de lui-même alors qu'il tente de se remettre des dégâts causés par la politique de Poutine. En poussant à la paix, Trump prépare Poutine à une lourde chute. La question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo est simple. Comment le plan de Trump est plein de prouesses économiques qui finiront par jouer en faveur de l'Ukraine et par détruire Poutine et la Russie qu'il veut créer? Cela vous semble-t-il difficile à croire? Si oui, vous devriez vous rappeler que pendant son premier mandat de président américain, Trump a adopté une approche optimiste vis-à-vis de Poutine, même lorsque d'autres en Europe tentèrent de coopérer avec le dirigeant russe. Sa réaction au gazoduc Nord Stream 2 en est un parfait exemple. En juillet 2018, Reuters a rapporté que Trump était passé à l'attaque en Europe, critiquant plusieurs pays européens pour leur accommodement avec la Russie. L'Allemagne était la principale cible de la colère de Trump. Il a affirmé qu'accepter que l'Allemagne construise un gazoduc en mer Baltique avec la Russie ferait d'elle un prisonnier de la Russie. Comment cela s'est-il passé? Eh bien, Trump a fait valoir que Poutine rendait l'Allemagne de plus en plus dépendante de son gaz, tandis que Berlin réduisait ses dépenses de défense à moins de 1% de son PIB. Ainsi, non seulement l'Allemagne s'affaiblissait militairement, ce qui contribuait au problème de Trump avec l'OTAN, mais elle mettait dans les poches de la Russie l'argent qu'elle aurait dû dépenser pour sa défense. Et Trump n'avait pas tort. Dans le cadre de l'accord avec la Russie, l'Allemagne a proposé un soutien politique pour un pipeline de 11 milliards de dollars appelé Nord Stream 2, comme Trump l'a souligné lors d'un entretien avec l'ancien chef de l'OTAN Jens Stoltenberg. Nous devons nous protéger de la Russie et l'Allemagne verse chaque année des milliards et des milliards de dollars à la Russie. Trump a également affirmé que l'Allemagne laisserait la Russie contrôler près de 70% de son territoire en gaz naturel. Même si ce n'est pas tout à fait exact en termes de contrôle pur et simple, Trump semblait avoir vu juste en ce qui concerne la quantité de gaz naturel que l'Allemagne achèterait à la Russie dans le cadre de l'accord. Trump était tellement opposé au gazoduc Nord Stream 2 qu'il a même signé une loi imposant des sanctions à toute entreprise qui aiderait le géant gazier russe Gazprom à achever le gazoduc. La BBC a publié un article à ce sujet en décembre 2019. Expliquant que les États-Unis considéraient le projet comme un risque pour la sécurité de l'Europe. Ironiquement, l'Union européenne, UE, s'est jointe à la Russie pour condamner fermement la décision de Trump. Finalement, en juillet 2021, après le départ de Trump, les États-Unis sont parvenus à un accord sur le gazoduc avec l'Allemagne et la Russie. Moins d'un an plus tard, Poutine envahissait l'Ukraine. L'opposition de Trump au gazoduc Nord Stream 2 avait du sens. Il avait prévu ce que cet accord signifiait pour l'Europe puisqu'il permettait à la Russie de contrôler une grande partie de son approvisionnement en gaz naturel. Et de fait, une grande partie de l'Europe a rapidement été frappée par une hausse des factures de gaz et d'électricité lorsque l'invasion de l'Ukraine par Poutine a contraint l'UE à un embarrassant revirement de sa politique à l'égard de Poutine. Les prix de l'électricité et du gaz naturel se sont envolés à partir de 2021. Le gaz est passé d'un taux taxé d'environ 0,14 $ par kilowattheure à un pic de près de 0,25 $ au second semestre 2022. Le même schéma a été observé pour l'électricité. Le prix du kilowattheure est passé d'environ 0,22 $ à 0,3 ou 0,31 $ en 2024. Trump a vu tout cela venir. Il a mis en garde l'Europe contre les dangers d'une alliance avec la Russie presque 4 ans avant que Poutine ne lance son opération militaire spéciale. Et Trump n'était pas non plus étranger au fait de s'opposer directement aux opérations russes en dehors des États-Unis. Quelques mois avant ses déclarations sur le gazoduc Nord Stream 2, Trump a approuvé l'usage de la force contre des entrepreneurs militaires russes, un terme poli pour désigner des groupes de mercenaires en Syrie. Lors de la bataille de février 2018, les États-Unis auraient répondu par une vague de frappes aériennes contre une colonne massive de forces du régime pro-syrien, principalement russe, qui s'approchèrent d'une position américaine établie. Les forces russes ont été estropiés et l'ancien secrétaire d'État américain Mike Pompeo a déclaré « En Syrie, les Russes ont trouvé leur maître il y a quelques semaines. Quelques centaines de Russes ont été tués. Le message ici est clair.
Trump s'est opposé à Poutine lors de son premier mandat et il est sur le point de refaire la même chose, en témoignent ses actions dans les semaines précédant son entrée en fonction en tant que président des États-Unis en janvier 2025. Ainsi, en septembre 2024, Trump a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la Trump Tower. Les deux ont parlé à la fois des plans de guerre de l'Ukraine en 2025 et de ce que Trump comptait faire pour négocier la paix qu'il souhaitait. Aucun des deux n'a révélé grand-chose sur la conversation qui a eu lieu après qu'ils ont quitté la Trump Tower, mais l'ambiance était bien plus positive que beaucoup ne l'auraient peut-être pensé. Côte à côte avec Trump, Zelensky a déclaré qu'ils étaient tous deux d'accord sur le fait que la guerre devait être arrêtée et que Poutine ne pouvait pas gagner, et a déclaré qu'il avait l'intention de partager son plan de victoire avec Trump. Après la rencontre, Trump semblait également soutenir les ambitions de Zelensky. La BBC rapporte que Trump a déclaré qu'il avait beaucoup appris lors de la rencontre. « Nous voulons tous les deux que cette affaire prenne fin et nous voulons tous les deux qu'un accord équitable soit conclu », a affirmé Trump, tout en faisant remarquer qu'il pensait que Zelensky et Poutine souhaitaient la fin de la guerre. Il est si vrai que la rencontre n'a pas été sans ombre. Avant la rencontre du 27 septembre, ABC News a rapporté que Zelensky avait exprimé des doutes sur la capacité de Trump à mettre fin à la guerre. « J'ai le sentiment que Trump ne sait pas vraiment comment mettre fin à la guerre, même s'il pense peut-être le savoir », a déclaré Zelensky dans une interview accordée à The New Yorker. Trump a réagi à cela pendant la campagne électorale et a critiqué Zelensky pour avoir fait de vilaines petites calomnies à son sujet. Au vu de cette affirmation, le résultat positif de la rencontre entre Zelensky et Trump n'était pas garanti, mais peut-être avons-nous tous négligé quelque chose ici. Et ce que Trump a dit lors de la tournée électorale ne reflétait probablement pas sa véritable opinion de Zelensky. Toutefois, lorsque les deux se sont rencontrés, il est devenu évident qu'ils partageaient l'objectif d'instaurer la paix en Ukraine. Un autre exemple de l'attitude optimiste de Trump à l'égard de Poutine a été l'appel téléphonique mentionné dans l'introduction de la vidéo. Le Kremlin affirme que cette conversation n'a jamais eu lieu et a qualifié les rapports sur cette conversation de pure fiction. Le directeur de la communication de Trump, Stephen Chung, a toutefois réagi avec beaucoup plus de retenue en déclarant « Nous ne commentons pas les conversations privées entre le président Trump et d'autres chefs d'État. Pouvons-nous comprendre que l'appel a réellement eu lieu ?» Les mots de Chung ne sont pas un démenti, mais indiquent que Trump a effectivement appelé et a clairement fait savoir à Poutine quelle était sa véritable position sur la question de la Russie, sur laquelle Trump s'est déjà prononcé en tant que combattant anti-russe. La question qui se pose est donc la suivante: quel est le plan directeur qui provoquera l'effondrement de la Russie et que Trump ne fait qu'attendre? Trump nous a déjà dit qu'il voulait obtenir la paix entre l'Ukraine et la Russie le plus rapidement possible. La grande ironie est que beaucoup ne réalisent pas que le fait de pousser la Russie vers cette paix pourrait forcer le début d'un effondrement économique qui détruirait le pays de l'intérieur. C'est peut-être là que réside l'ingéniosité du plan directeur de Trump. Dans un article de novembre 2024, le Wall Street Journal, WSJJ a constaté que personne ne sait vraiment ce que contient le plan de paix de Trump. Le WSJJ a même cité un ancien conseiller du Conseil de sécurité nationale de Trump qui a déclaré « Toute personne, aussi haut placée soit-elle dans l'entourage de Trump, qui prétend avoir une vision différente de ses plans pour l'Ukraine, ne sait tout simplement pas de quoi il ou elle parle ». Néanmoins, le WSJ a fait circuler quelques idées qui font le tour de la question. Une version du plan de Trump prévoit la création d'une zone démilitarisée de 800 miles de long qui s'étendrait sur presque toute la ligne de front de la guerre. L'Ukraine devrait accepter de ne pas rejoindre l'OTAN pendant au moins 20 ans pour que le plan puisse entrer en vigueur. Mais si elle le fait, Trump continuerait à envoyer des armes à l'Ukraine pour empêcher de futures attaques russes, tandis que des troupes européennes de l'OTAN patrouilleraient dans la nouvelle zone démilitarisée. Les États-Unis n'assureront ni la formation de ces troupes en patrouille, ni un soutien supplémentaire. Comme l'a dit un membre du camp Trump, « Nous n'enverrons pas d'hommes et de femmes américains pour maintenir la paix en Ukraine et nous ne paierons pas pour cela. Que les Polonais, les Allemands, les Britanniques et les Français le fassent ». Une formulation controversée peut-être, mais cette citation montre que cette version du plan de Trump interromprait à la fois la guerre en Ukraine et limiterait la responsabilité de l'Amérique vis-à-vis de l'Ukraine, et ce à un moment où le conflit s'aggrave. La Russie et l'Ukraine seraient obligées de se frayer un chemin à travers les troupes européennes pour se rejoindre. Cela ne se produira pas. Une autre stratégie proposée consiste à couper l'Ukraine des armes qu'elle reçoit des États-Unis jusqu'à ce que Zelensky accepte de s'asseoir avec Poutine. Selon ce plan, l'Ukraine serait toujours en mesure de se battre pour le territoire perdu à l'intérieur de l'Ukraine, mais elle devrait le faire par le biais de négociations et non d'actions militaires. Nous ne savons pas si l'un de ces plans est vraiment ce que Trump a en tête, mais le dénominateur commun est que les deux forceraient la fin des hostilités immédiates entre la Russie et l'Ukraine, et même si les deux plans semblent plus avantageux pour Poutine, notamment le premier qui prévoit un gel des lignes de front actuelles, la paix qui résulterait des deux plans serait le véritable coup de grâce pour Poutine.
Et pourquoi la Russie ne peut plus se permettre de mettre fin à la guerre en Ukraine, et Trump le sait. Pour l'instant, une grande partie de l'économie russe est alimentée par l'opération militaire spéciale de Poutine. Tout cela se produit alors que Poutine et ses acolytes souffrent toujours des sanctions imposées par les États-Unis et une grande partie de l'Europe après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Dans un article pour The Conversation de février 2024, le professeur d'économie de la Lancaster University Management School, le docteur Renaud Foucault, a décrit la situation précaire dans laquelle se trouve la Russie aujourd'hui. Il a constaté que les sanctions ont contribué à ce que le PIB russe soit inférieur d'environ 7% à ce que prévoyaient les projections d'avant-guerre. La seule raison pour laquelle il n'est pas encore plus bas et pourquoi la Russie ne s'est pas déjà effondrée économiquement, c'est que la guerre s'avère être une très bonne affaire pour Moscou. Le docteur Foucault constate que l'économie de la Russie était déjà loin d'être diversifiée avant la guerre. Les ressources naturelles, notamment le pétrole et le gaz, étaient les principales sources de revenus du pays, et les deux sont touchés par les sanctions. Au cours des 2 années de guerre en Ukraine, le pays a dépensé pas moins de 40% de son budget national pour la guerre. Les dépenses militaires totales devraient également atteindre environ 10% du PIB russe en 2023. Tout cela est de mauvais augure pour une Russie qui espère prospérer après la fin de la guerre avec l'Ukraine. La production de munitions, l'équipement militaire, le paiement des soldats et les indemnités versées aux familles des soldats blessés ou morts contribuent tous à ces 10% du PIB selon Foucault. En d'autres termes, l'industrie russe de l'armement paie les salaires de milliers de personnes dans le pays. Ceux qui se battent dépendent de l'économie de guerre de la Russie pour nourrir leurs familles. Et malgré tout cela, la guerre épuise lentement mais sûrement les réserves de la Russie. Ajoutez à cela une pénurie de main-d'œuvre, selon Foucault, et vous avez tous les ingrédients d'une économie qui s'effondrera sur elle-même lorsque la guerre prendra fin. Qu'est-ce que Trump affirme maintenant qu'il va faire le plus vite possible ? Mettre fin à la guerre en Ukraine. La paix qu'il négocie ne sera peut-être pas d'emblée avantageuse pour l'Ukraine. Ainsi, dans le cadre du plan Trump de 800 miles pour la zone démilitarisée, Zelensky devra peut-être céder temporairement des territoires à la Russie, même s'il conserverait celui de Koursk, mais ces sacrifices à court terme imposeraient une pause dans la machine de guerre russe, ce qui causerait de gros problèmes. Des milliers de soldats afflueraient chez eux et beaucoup d'entre eux retourneraient dans un pays où il n'y aurait pas d'emploi pour eux à part la fabrication d'armes. Quant aux emplois dans le secteur militaire, ils se tariraient bientôt, la Russie ne fabriquant plus d'armes comme elle le fait actuellement. En surface, la Russie est peut-être encore riche, notamment en ce qui concerne ses ressources. Mais Foucault pense que la fin de la guerre en Ukraine révélerait à quel point le pays est réellement faible sur le plan économique. Business Insider s'est appuyé sur l'argumentation de Foucault dans un article qu'il a mis à jour en septembre 2024. Il a souligné qu'au moment où Foucault écrivait son article pour The Conversation, l'inflation avait atteint un pic de 7,4%. Elle a même continué à augmenter à la fin. Selon Reuters, la banque a relevé ses prévisions d'inflation pour la fin 2024 à 8,5%, soit environ le double de son objectif de 4%. Selon Interfax, la Russie s'attend à ce que l'inflation s'améliore en 2025, mais même à ce moment-là, elle dépassera la prévision initiale de 4 à 4,5% et atteindra 4,5 à 5%. Les investissements directs étrangers sont également en chute libre en Russie. Le pays a enregistré une baisse des investissements de 8,7 milliards de dollars au cours des 3 premiers trimestres de 2023, ce qui montre que les investisseurs étrangers ne veulent tout simplement pas faire le lit de la Russie. Le plan de paix de Trump ne fera qu'aggraver tous ces problèmes. Pour la Russie, ce sera encore pire. En octobre 2024, The Hill et l'Atlantic Council ont tous deux publié des articles indiquant que l'économie russe risquait déjà de surchauffer au point d'imploser d'elle-même. The Hill a souligné que la Russie se saignait déjà elle-même à travers la guerre en Ukraine. Bien qu'elle se soit transformée en une économie de guerre, son PIB nominal, qui représente la valeur totale de tous les biens et services produits par un pays, n'est que de 2,0 milliards de dollars. Ce chiffre peut sembler énorme jusqu'à ce que l'on se rende compte que le PIB nominal des États-Unis s'élève à 29 billions de dollars. The Hill qualifie Poutine de démuni et affirme que ses seules options sont soit de demander à la société au sens large de faire des concessions à son régime en échange des ressources fournies par la Russie, soit de poursuivre la guerre. Cette dernière option est la plus probable pour le dirigeant russe, car il sait que la première est improbable. Si la guerre se termine, l'effondrement économique menace, et c'est là que le plan de paix de Trump pourrait être un coup de maître. L'article de l'Atlantic Council dresse un tableau tout aussi sombre pour Poutine. Il affirme que Poutine est coincé avec la guerre entre un rocher et un endroit dur. La poursuite de la guerre signifierait de nouvelles sanctions et une immersion plus profonde dans le complexe militaro-industriel qui a déjà englouti l'économie russe.
La fin de la guerre pourrait toutefois causer encore plus de dégâts. Les revenus réels diminueront pour tout le monde, sauf pour l'élite russe, et Poutine sera contraint de faire face à l'instabilité sociale à un moment où il est affaibli par une guerre qui a duré plus longtemps qu'il ne l'avait prévu. Il piloterait une Russie d'après-guerre avec un fonds national de protection sociale en déclin et une inflation qui risque de devenir incontrôlable. Cela nous ramène au plan de paix de Trump. Personne ne connaît les détails de ce plan, bien qu'il existe de nombreuses théories. Ce que nous savons en revanche, c'est que Trump veut mettre fin à la guerre. Cet arrêt pourrait entraîner des pertes territoriales pour l'Ukraine à court terme, mais il mettrait également fin à la seule chose qui soutient l'économie de la Russie à une époque où le pays n'a jamais été aussi isolé de la majeure partie du monde. Trump a montré lors de son premier mandat présidentiel qu'il était prêt à s'opposer à Poutine tout en critiquant ceux qui font des affaires avec le chef d'État russe. Peut-être que son grand projet pour son deuxième mandat est de plonger la Russie dans le chaos économique en la privant de la guerre qui fait tourner le pays. Le lent effondrement du régime de Poutine pourrait suivre si des troubles sociaux forcent le chef d'État russe à reconsidérer ses ambitions géopolitiques et si Trump maintient les sanctions américaines tout en imposant des droits de douane sur tous les produits que la Russie tente d'exporter vers les États-Unis, la situation économique de la Russie se dégraderait encore davantage. L'économie russe a besoin de la guerre en Ukraine. Donald Trump veut mettre fin à la guerre le plus rapidement possible. S'il réussit, nous pourrions être les témoins de l'effondrement des ambitions de Poutine, orchestré par un homme dont beaucoup pensent qu'il est endetté auprès de la Russie. Mais que pensez-vous des propositions de paix de Trump? La fin de la guerre en Ukraine détruirait-elle vraiment l'économie russe? Le plan de Trump peut-il réellement mettre fin au conflit en 24 heures? Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires et merci d'avoir regardé cette vidéo.